Nous vous comptons parmi nos saints, vous êtes le Père de notre nouvelle Église. Nous vous comptons parmi les saints, vous êtes le Père de notre nouvelle Église. Cette citation est de George Sand qui parlait de Lamennais. Donc Lamennais est descendu bien bas pour avoir une telle citation. Et je voudrais vous parler d'une part de Félicité de Lamennais et de l'autre surtout de la naissance du modernisme. Donc on va revenir à la source de cette hérésie qui en sera une, comme le traditionnalisme le sera, le modernisme en sera une. Alors on va partir loin dans notre histoire, on va éviter de rentrer dans des polémiques récentes sur le modernisme, et on va essayer de venir à la source pour savoir d'où cela vient, et comme ça nous aidera à savoir ce que c'est. Alors vous êtes en train de vous dire qu'entre le modernisme, le jansénisme, le gallicanisme, je ne traite que des sujets, que des adversaires, que des ennemis, mais derrière, en fait, il y a derrière l'histoire, le but de ces conférences DDD sur l'histoire, eh bien, c'est de nous aider à rentrer, à connaître notre passé, mais aussi à voir tout ce qu'il y a de beau. Et on voit dans toute l'histoire de l'Église, l'histoire d'une liberté de certains qui en seront en son sein, et qui vont chercher à approfondir cette question de la vérité. Et dans ces grands débats, on va essayer de découvrir notre passé. Modernisme, gallicanisme, jansénisme, vous voyez qu'à chaque fois, vous voyez, effectivement, je me pose en adversaire. Je suis romain, même si bien sûr je suis français et fier de mon Église de France. Je suis romain, je suis salésien de par la communauté de l'Institut du Christ Roi. Et donc du coup je suis anti-janséniste, je suis anti-gallicaniste en soi dans ses erreurs, et bien sûr contre le modernisme. Mais vous voyez, c'est pas parce que on a des adversaires et bien qu'il ne faut pas les connaître. Ça c'est important. Et deuxième chose, c'est là je reviens à l'essence même des choses. Aujourd'hui notre débat il est parfois un peu englué dans la boue, mais autrefois vous voyez c'était un débat qui était peut-être intéressant. Et c'est pas parce que ce sont mes adversaires que je ne les respecte pas. Et effectivement, Félicité de Lamennais a un côté très séduisant, comme un Antoine Arnaud peut l'avoir, ou comme un Bossuet, même si j'ai relativisé dans le dernier DDD, que je vous invite à aller regarder, eh bien, son gallicanisme. Il y a des penseurs, il y a des gens qui se sont juste trompés, il y en a qui étaient de mauvaises intentions, mais d'autres aussi qui étaient de bonnes. Et donc je ne cherche pas à les critiquer outre mesure, je cherche justement à essayer de regarder ce que peut être ce modernisme. Troisième chose, le modernisme, donc j'utilise la contre-révolution de Jean Tullard un tout petit peu, et puis bien d'autres lectures aussi, des fiches que m'ont fait certains étudiants pour m'aider à cette conférence, et puis un petit livre qui s'appelle Lamennais ou l'hérésie des temps modernes, un petit livre que j'ai découvert dans ma bibliothèque au Gabon, et je lisais ça sur la plage pour pouvoir rentrer sur la plage de l'Atlantique. Et donc du coup j'ai un souvenir ému de cette lecture qui m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Sa plume c'est tellement bien écrit, et puis ça me permet de décrire tout un contexte. Pourquoi spécialement Félicité de Lamennais, ou voilà toujours cette obsession d'aller chercher les erreurs. Vous pouvez penser que j'ai une pensée étriquée qui est controversée, et pas du tout. C'est que j'aime Félicité de Lamennais, j'aime son personnage qui est séduisant, qui est atypique, et je trouve aussi que derrière ce personnage-là, même s'il s'est trompé, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. En tout cas, pour moi, comme prêtre, notamment, ce côté intellectuel en vase clos, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un espèce de rationalisme qui va se couper de toutes ses sources, vous voyez, et on a tout un cheminement intellectuel qui conduit à la fin à apostasier sa foi, à refuser les derniers sacrements, etc. Cette histoire est tragique, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas digne d'enseignement. Et puis voilà, l'amnèse, c'est vraiment l'intelligence en vase clos qui va réfléchir sur elle-même, orgueilleuse certainement, mais très puissante, très belle aussi, très séduisante, qui va entraîner beaucoup de monde derrière lui. Il y aura énormément de lecteurs, il va passionner tout le débat. Et ça va nous permettre aussi de rentrer dans un siècle qui est bien difficile. Le 19e siècle, c'est un siècle que paradoxalement j'aime beaucoup, mais en même temps qui est donc le siècle des révolutions. Et Lamennais, l'histoire de son nom, c'est l'histoire de son siècle. Et en effet, l'abbé Félicité de Lamennais, qui est né en 1880, qui va mourir en 1860,
et des brouettes. Toute l'histoire de son nom, eh bien, c'est l'histoire de son siècle, parce que l'abbé Félicité de Lamennais va finir par malheureusement défroquer, il sera après juste Félicité de Lamennais, et puis après il va s'appeler Félicité Lamennais, parce qu'il va enlever sa particule quand eh bien, il va avoir des interprétations marxistes de l'évangile, et puis après il va même raccrocher son nom, hein, Lamennais, il va tout attacher, comme ça eh bien, il n'y aurait plus aucune trace de l'aristocratie de laquelle il vient. Donc toute l'histoire de son nom, c'est l'histoire de son siècle, un siècle qui est plein de romantisme, où en fait on est plein de beaux idéaux, on est un siècle un peu désincarné, un siècle en recherche aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, hein. Il y a beaucoup d'intellectuels qui se cherchent, qui ne savent pas trop où ils doivent aller, mais pourtant un siècle plein de verve, de puissance intellectuelle, avec des grands et beaux esprits, et puis c'est un siècle plein de rebondissements. Voilà, c'est le siècle des révolutions qui est très intéressant et qui a fondé notre XXe siècle qui est peut-être le siècle de l'absurde. Donc on va rentrer dans la question du contexte. Le contexte de ce 19e siècle, une hérésie, ça ne naît pas comme ça, jamais. Vous voyez, on ne devient pas hérétique comme ça. Et d'ailleurs, Lamennais n'est pas devenu hérétique tout seul. Vous voyez, son cheminement a été long, très long. Chez Lamennais, eh bien, il a commencé petite aristocratie malouine, il a été anobli à l'âge de 6 ans, Félicité de Lamennais, et son père en fait, a réussi, après des années et des années, à acquérir ses titres de noblesse, un armateur ruiné malouin, et donc du coup ils vont avoir une éducation assez dure. Félicité de Lamennais est le frère de Jean-Marie de Lamennais, qui lui sera vénérable dans le diocèse de Saint-Brieuc, hein, qui va fonder une congrégation et qui va pleurer malheureusement les déboires de son petit frère, qui va briller mais pas forcément du bon côté. Siècle de révolution, donc bien difficile dans ce contexte-là dans lequel vit Félicité de Lamennais, qui ne vient pas de nulle part, qui vient de son siècle. Siècle de révolution, on peut compter bien sûr celle de 1790, mais on peut compter après, juste après celle de 1815, sans compter tous les gouvernements successifs avec le directoire, le comité de salut public, le consulat, l'empire, et puis après on a Louis XVIII qui revient, puis la royauté selon la charte, qui est une royauté bâtarde. Après vous avez donc le retour de Louis-Philippe, de Louis XVIII après les 100 jours, Charles X qui est une royauté sacrée mais décalé tout simplement. Après vous avez Louis-Philippe, hein, le roi des Français, on va revenir sur cette idéologie, c'est un peu le héros du despote éclairé des Lumières, et on va voir qu'il va lui aussi se manger le mur. Après donc il y a la révolution de 48, la révolution de 1830, la révolution de 48, la révolution de 1870 avec la commune. C'est un siècle de révolution en ébullition permanente. La restauration, elle a lieu en 1815, on peut penser qu'elle elle a lieu avec Napoléon, puis après la restauration elle a lieu avec Louis XVIII, et puis après elle va avoir Louis-Philippe, et il y aura une autre restauration, après il y aura une autre restauration avec Napoléon II, et puis Napoléon III, et puis une autre restauration manquée avec Henri V et MacMahon. Donc c'est vraiment un siècle qui est fabuleux, des intelligences qui sont en ébullition permanente, en révolution permanente, et qui expliquent bien sûr les bases et les fondements du romantisme. Un siècle aussi de l'anticléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, ça ne sort pas de nulle part. Toutes les révolutions étaient abominables. À Paris, 3 archevêques de Paris assassinés en un siècle, c'est quand même pas anodin. Un anticléricalisme qui est très fort, qui va s'appuyer notamment sur un parti ultra royaliste, ultra clérical, qui sera pas toujours très prudent. Ce siècle de révolution, d'anticléricalisme, donc du coup c'est en opposition, donc avec des gouvernements très à gauche et très à droite en même temps, qui vont se chevaucher les uns les autres, avec des assemblées introuvables, comme on le dira en 1820 je crois, avec Charles X, ou 21, et donc du coup il y aura beaucoup d'antagonismes très, très violents qui vont avoir lieu. Notamment dans ces lois, il y a la loi qu'on connaît bien contre le blasphème, ou l'obligation qui sera jamais appliquée, ou la loi pour l'obligation dominicale qui sera inapplicable mais qui sera imprudente. Siècle de révolution, d'anticléricalisme
qui est lié aussi avec son contexte, qui fait que, eh bien, en fait, la monarchie, en fait, que va défendre bec et ongle Félicité de Lamennais comme journaliste aux conservateurs, eh bien, ce sera une monarchie qui sera un peu désordonnée, qui sera pas si belle que ça. Chateaubriand écrivit, je vous laisse cette belle citation. Il dit la légitimité, et donc il parle après de la bataille de Waterloo. Chateaubriand, je vous invite à lire ce texte-là, assiste de loin ou pas d'ailleurs, parce que c'est le menteur magnifique, comme dit Michel de Gégère. Mais Chateaubriand décrit la bataille de Waterloo de loin. Il montre que lui, il est profondément royaliste, et pourtant, vous voyez, son cœur saigne en voyant le cœur des grenadiers qui saignent à son tour. Et donc du coup, cette défaite, il sait que c'est la défaite de toute la France et pas seulement d'un parti. La légitimité, donc après la bataille de Waterloo, la légitimité rentrerait donc dans Paris, derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. La légitimité rentrerait donc dans Paris, derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. La royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de grenadiers mutilés. La royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés. Que sera-ce une restauration accomplie sous de tels auspices? Effectivement, quel est le mérite, quelle est cette restauration? Elle ne va tenir qu'avec la puissance des alliés, une puissance qui va chercher à diminuer au maximum la possibilité de s'épanouir de notre nation, et donc du coup elle sera assez désordonnée. Et vous voyez les exaltés, le parti exalté, donc dans la notion de contre-révolution qui va avoir lieu, sera un peu désordonné, voudra en faire trop. Charles X sera très impopulaire, Louis X sera un peu plus débonnaire, mais Charles X sera très impopulaire. C'est le monarque sec qui va essayer de calquer une institution Louis XIVienne sur la monarchie, alors qu'on sort d'une révolution qui a été abominable. Et Charles X doit faire avec des révolutionnaires qui sont encore en place. Certains de ses ministres ont pu voter la mort du roi. Donc du coup, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et c'est le but de Charles X, notamment dans son sacre, qui sera un peu ridicule, risible, avec l'opinion publique. Vous savez, c'est aussi la grande question des biens mal acquis pendant la Révolution. Tous ceux qui ont spolié la noblesse ou le clergé se sont fait une fortune, et quid de cette fortune, de ces châteaux qui ont été récupérés, qui ont été vandalisés, de tous ces biens qui ont été récupérés? Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces nobles qui reviennent après l'exil? Est-ce qu'on doit les punir? Ça sera une grande question qui fera beaucoup de débats. Donc siècle de révolution, très anticlérical, ou alors à l'inverse très, très à droite, et un siècle de contre-révolution, mais qui est animé dans cette contre-révolution, et en fait animé dans son sens le plus profond d'une déception ou d'une désillusion. Cette grande déception, je vous livre une autre citation, vous voyez, il faut toujours avoir son carnet de citations, et donc du coup cette désillusion, on la voit qui est très belle, notamment chez Félicité de Lamennais. C'est Michel Moore qui nous le rédige. Mais Lamennais, petit bourgeois anobli à l'âge de 6 ans, n'avait jamais vu ses rois. Il les avait imaginés de loin, sous la Révolution et l'Empire, parés de l'auréole du martyre ou de l'exil. Fils de Saint-Louis sur la guillotine et non fils de Louis XV dans les lambris de Versailles. Quelle belle espérance au retour des Bourbons. Mais il attendait un roi de Reims, mieux un nouveau David. Il eut un roi selon la charte. C'est la charte, eh bien cette charte, c'est comment dire, ce sera le moyen terme qui sera proposé, l'intermédiaire qui sera proposé. Vous êtes roi, mais pas avec le même absolutisme qu'avait Louis XVI, et donc du coup ce serait un peu une monarchie à l'anglaise qui serait proposée. Louis XVIII va réussir un peu habilement avant les 100 jours à faire avec, mais cette charte eh bien, est très bâtarde. Et c'est à cause de cette charte notamment que la Restauration va manquer, parce que bien du coup, une monarchie de droit divin n'est pas une monarchie selon une charte avec le peuple qui a son mot à dire dans cette institution-là. Et donc du coup, en fait, la Restauration n'en a jamais été une. Donc du coup, il y eut un roi selon la charte. Non, ce n'était pas Saint-Louis qui revenait dans la calèche de Gand, mais Versailles encore,
un Versailles sans jeunesse et sans grâce, sans les brillantes illusions de la douceur de vivre. À la frivolité de l'ancien comte de Provence s'était substituée la sagesse traînarde et goûteuse de sa majesté Louis XVIII. On sait qu'elle n'a pas été sans profit pour la France, mais vraiment y avait-il de quoi enlever le cœur d'un jeune abbé romantique. Vous voyez, cette citation est très belle parce qu'elle nous montre combien eh bien, ce jeune abbé romantique, Félicité de Lamennais, eh bien, sera déçu, sera désappointé devant cette majesté traînarde et goûteuse qu'il va essayer de réveiller. Ils vont essayer de le réveiller avec tout l'élan de la contre-révolution. Pour la contre-révolution, donc du coup, c'est tout cet élan de vouloir restaurer cette monarchie. Ça va exister avec le parti des ultra-royalistes. On connaît Decazes, Villèle, on connaît aussi Polignac et bien sûr Chateaubriand. Alors Chateaubriand, il va voir, je disais l'histoire du nom de Lamennais, bien c'est l'histoire de son siècle. L'évolution des idées de Chateaubriand, bien c'est toute l'histoire du siècle aussi. Hein. Chateaubriand, il est à la fois un comte exilé, donc il fait partie des grands exilés, donc il va se battre avec l'armée des princes, donc contre la révolution. Il va revenir, il va être plus ou moins employé par Napoléon, et puis après il va être ministre de Louis XVIII, il va être un ultra, mais aussi libéral. Il va garder il va rester légitimiste, mais tout en restant libéral. Il aura des discours très paradoxaux, Chateaubriand. Je voudrais surtout m'appuyer sur Louis de Bonald et Joseph de Maistre. Alors, Joseph de Maistre n'est pas français, il est piémontais, en tout cas il est ambassadeur en Russie pour le royaume de Piémont-Sardaigne, et il va écrire beaucoup notamment sur l'aspect providentialiste, un peu en mode Bossuet, et il va montrer que en fait, la Révolution française est un châtiment. Donc du coup, il va y avoir une interprétation très mystique de la Révolution et de la contre-révolution derrière Joseph de Maistre. Bien que Joseph de Maistre soit probablement ait été franc-maçon, il a beaucoup influencé son temps, et notamment l'histoire des idées en France. Et puis Louis de Bonald, qui sera un des rédacteurs du Conservateur, donc un journal ultra-conservateur. Louis de Bonald, c'est lui qui écrira notamment avec sa plume acerbe, il écrira, assez dur, c'est lui qui écrira La Révolution, eh bien, est née sur le terreau des droits de l'homme, elle ne se détruira qu'avec la proclamation des droits de Dieu. C'est toute cette contre-révolution qui va être teintée en même temps, c'est ça qui est difficile à comprendre, de l'ultramontanisme. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que Lamennais et tous ces nouveaux contre-révolutionnaires seront ultramontains. Ils veulent casser en fait cette relation entre l'Église et l'État qui aurait corrompu et l'Église et l'État. Ce sont des anti-gallicans, vous voyez, tous ces ultramontains. Et cet anti-gallicanisme, c'est peut-être ce qui va perdre en partie Félicité de Lamennais. En fait, ils vont être très opposés à cette église qui dépend entièrement de l'État, qui doit faire des ronds de jambes, qui court derrière, ça vous dit peut-être quelque chose aujourd'hui, qui court derrière cette satisfaction des pouvoirs publics, de montrer l'aspect bon élève, meilleur élève de la royauté. Eh bien c'est l'église qui arriverait première en lunettes, en louchant au premier rang de la classe, vous voyez. Et donc du coup, toute cette jeunesse contre-révolutionnaire va avoir beaucoup de mal à voir cette église gallicane qui en fait n'a pas su s'affronter contre l'évolution de l'État, et notamment qui a encouragé la révolution. Et ils sont tous convaincus que la constitution civile du clergé est la cause de l'église gallicane, du gallicanisme. Et donc ces vieux prélats qui sont assis sur leurs privilèges, eh bien ils ont beaucoup de mal. Lamennais, parce que c'est un révolutionnaire dans sa tête, dans son cœur et dans son âme, et donc du coup il refuse l'autorité non pas gallicane de son évêque, mais plutôt l'autorité de son évêque tout court. Et donc il est ultramontain, c'est-à-dire outremont, c'est-à-dire qu'il est pour une autorité lointaine et idyllique, il ne connaît pas le pape. Le pape, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu sur terre.
Et toute cette contre-révolution sera un peu dans l'illusion d'essayer de retrouver une chrétienté qui n'a jamais en fait véritablement existé, avec un pape qui est une autorité souveraine qui n'a jamais existé. Ils sont pour la restauration d'une théocratie. Quand ils verront que Louis XVIII et Charles X ne font pas l'affaire, eh bien ils seront pour que le pape décide tout. Mais quand il faudra aller comme des pèlerins de la liberté, raconteront-ils, se soumettre à Rome, eh bien ce sera une autre paire de manches. Contre-révolution, vous voyez cette contre-révolution avec Louis de Bonald et Joseph de Maistre, c'est eux qui diront Pio per conservare un Pio, donc un pape Pi, donc Pie VI, per conservare la fede, perdait la sede, c'est-à-dire il a perdu la foi, il a perdu le siège, son siège épiscopal pour garder la foi, alors que l'autre Pie VII, qui s'est agenouillé devant Napoléon, per conservare la sede, donc son siège, perdait la fede. Donc il écrira aussi notamment les forfaits les plus abominables d'un Alexandre Borgia ne sont rien par rapport à la faiblesse de son successeur qui est Pie VII. Donc ultramontains, mais en tout cas qui montrent, qui veulent une certaine séparation entre l'Église et l'État qui est déjà bien présente. Louis-Philippe Ier, roi des Français, devrait être, notamment chez Philippe dans son contexte, pour un Lamennais, devrait être l'illusion de cette monarchie enfin adaptée à son temps. Une des grandes déceptions de notre contre-révolution, des ultras, c'est de ne pas réussir à prendre le tournant. On a le pouvoir dans les mains, on a une assemblée introuvable, ils ont un roi conquérant, Charles X quand même, il ne faut pas nier, même si c'est pas mon roi des préférés, il a quand même conquis Alger et il a restauré la paix en Espagne. Et donc du coup, devant cette illusion-là, devant cette royauté-là, eh bien, ils vont chercher à la destituer. Louis-Philippe Ier donc arrive, il serait un peu le despote éclairé, enfin adapté. Toute cette contre-révolution qui est bien triste de voir cette royauté bien faible et ne pas réussir à s'imposer alors qu'elle a le pouvoir et qui sent bien que tout est fragile et qui fait trop de concessions. Louis-Philippe pourrait être le roi, notamment pour l'amener, idéal, cette monarchie à l'anglaise. Vous voyez, peut-être que vous êtes tous des nostalgiques, vous espériez peut-être qu'en France, il puisse avoir une reine d'Angleterre ou un roi qui inaugure des chrysanthèmes, et vous voyez bien que cette monarchie du despote éclairé en mode lumière eh bien, ne marche pas en France. Louis-Philippe s'est aussi mangé le mur. Il a fini au bout de 5 ans à supprimer cette liberté de la presse et en fait il n'a jamais réussi à le faire. L'orléanisme politiquement en France, ça ne marche pas. Alors, Félicité de Lamennais est un prêtre, donc je suis dans ma deuxième partie. Félicité de Lamennais, donc le frère de Jean-Marie de Lamennais, qui est, donc, je vous ai dit, vénérable dans le diocèse de Saint-Brieuc, petite noblesse de faible extraction bretonne. Il va écrire assez rapidement, je vais aller plus vite, mais il n'aura jamais de formation cléricale, il ne sera jamais un véritable prêtre, Félicité de Lamennais. Et il va recevoir quand même les ordres, mais vous voyez, il fait sa première communion à l'âge de 21 ans, il a des crises mystiques, c'était une âme tiraillée, Félicité de Lamennais. Et tardivement, il va faire sa communion, il va vouloir se convertir tout d'un coup, en disant, eh bien, comme cette communion a lieu tardivement, elle va avoir lieu, et bien moi je vais réussir à me convertir entièrement et je vais devenir prêtre. Il devient prêtre, il écrit un best-seller qui défonce parce que c'est surtout sa méthode qui n'est pas forcément logique, rationnelle, mais surtout de détruire son adversaire. Il va défoncer la philosophie des Lumières, il va détruire eh bien, cette église gallicane, notamment dans l'essai sur l'indifférence, qui sera un best-seller salué par tout le parti ultra. Donc c'est le nec plus ultra, Félicité de Lamennais. Il va participer à ce journal qui s'appelle Le Conservateur, qui sera fondé notamment par Louis de Bonald. Il sera avec un Chateaubriand, avec tous les plus grands esprits de son temps. Lamennais va bientôt rencontrer Auguste Comte, il y aura des rapports rapidement avec Victor Hugo. Félicité de Lamennais, donc du coup, qui écrivit cet essai sur l'indifférence. Un polémiste, on a un journaliste,
on essaye on a du mal pardon, à essayer de concevoir quelle est l'importance de la presse à l'époque. Donc il se battra notamment pour la liberté de la presse plus tard, mais cette presse a un pouvoir exceptionnel. En gros, jusqu'à l'Action française, eh bien, c'est le seul média qui est possible. Il y aura des joutes oratoires qui seront exceptionnelles. Hein. Vous connaissez le J'accuse, je crois, de Zola. Vous avez des tirades dithyrambiques qui auront lieu grâce à cette presse. Il y aurait un DDD entier à faire juste sur l'histoire de la presse à ce temps-là. Il y aura le Conservateur, l'Avenir, qui sera le journal suivant, et puis après l'Univers. Donc ce seront ces gros journaux qui seront, et l'Ami du roi et du clergé, qui seront les plus importants et qui vont véhiculer toutes les idées. Vous voyez, toute cette ébullition des idées, elle aura lieu notamment grâce à tous ces débats de la presse. Lamennais eh bien, est un prêtre journaliste, c'est pas toujours ordonné. Et notamment, eh bien, c'est ce qu'on dira, il va manquer. C'est ce que Michel Moore écrivit d'ailleurs sur Lamennais. Théologien sans maître, étudiant sans université, prêtre sans paroisse, solitaire sans couvent, tout a manqué à Lamennais de l'admirable théorie d'intercesseur que le catholicisme a disposé entre Dieu et l'homme. C'est un chrétien d'une nouvelle espèce, ou très ancienne d'avant le Christ, quelques prophètes d'Israël promenant son mécontentement d'être et sa colère contre la civilisation. D'Israël, il a d'ailleurs aussi ce goût tout physique du divin, cette attente pour l'Église de triomphe charnel et terrestre. Vous voyez, tout a manqué à Lamennais de l'admirable théorie d'intercesseur que le catholicisme a disposée entre Dieu et l'homme. Vous voyez, donc Lamennais est un prêtre sans paroisse, il va vanter les mérites d'un pape, parce que c'est un pape qui habite loin. Félicité Lamennais donc du coup va écrire l'essai sur l'indifférence, mais sa pensée va évoluer tout doucement à cause de cette désillusion des ultra-royalistes d'une part, de l'église gallicane de l'autre part, avec cette université qu'il va pourfendre dans l'essai sur l'indifférence aussi, cette université napoléonienne comme il le dira, parce que eh bien, c'est une université qui est complètement inféodée à l'État et qui ont du coup des intelligences ou des cervelles qui sont amorphes. Donc du coup il sera très très dur dans sa plume, mais dans sa dureté il faut reconnaître du génie, du talent, et on a beaucoup de sang dans cette plume, et donc du coup elle est relativement agréable. Quand il écrira la parole d'un croyant, ça commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, et il a un style de prophète du malheur de l'Ancien Testament qui est extraordinaire. Même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas ne pas reconnaître son talent. Mystico-dingo, parce qu'il va complètement évoluer dans sa pensée, il va finir par ne plus croire ni dans l'Église, ni dans l'État, à force de soutenir une Église libre dans un État libre. Il finira par ne croire plus que dans le peuple, dans la raison universelle du peuple qui est portée. Il va croire dans le grand soir, avec ce paradis terrestre qui pourra exister sur Terre. Et Lamennais en fait va finir par avoir une foi complètement au départ illusoire, où il va croire dans une église complètement éthérée qui est faite sans homme, une église qui est purement qui est complètement désincarnée. Cette foi elle va se perdre parce que Lamennais est convaincu au fond de lui-même que l'église rate son tournant. Vous voyez cette phrase, retenez-la, parce qu'on l'entend souvent encore dans nos églises, hein, sur la question des traces du modernisme, hein, on a raté notre tournant. Hein, le cardinal Marini, je crois, qui avait ressenti ça, le cardinal de Milan, hein, qui avait dit ça fait 200 ans que l'église eh bien, a 2 tournants de retard. Mais vous voyez, on en est toujours là, à savoir, est-ce qu'on est à la page ? Vous voyez, et quand on entend ça, bien, vous avez un Lamennais, c'est sa crise profonde de Lamennais, c'est que l'Église n'a pas réussi à profiter du bon climat de la Restauration pour pouvoir s'y imposer. Il va tout faire pour être à la hauteur de ce monde, il va tout faire pour courir derrière ce monde, et puis, comme on le dira plus tard, hein, il va perdre les deux. Hein. Il a voulu quitter le Christ pour le monde, et il perdra les deux. C'est ce que dira, je crois, Georges Bernanos sur Félicité de Lamennais. Il fondera donc du coup, c'est un esprit très intelligent, brillantissime,
il va créer la congrégation de Saint-Pierre. Moi j'ai ces souvenirs émus de lire les récits sur la congrégation de Saint-Pierre à La Chênaie, où en fait tous les plus grands esprits de son temps, dans cette jeunesse, eh bien, s'est retrouvé autour de ce père, comme il l'appelait, qui va les réunir autour d'eux. Alors c'était pas une une congrégation très pieuse, il y avait la prière du soir où on voyait le maître le soir qui rentrait avec fracas dans la chapelle, faisant des grosses genuflexions, et puis se prosternant devant l'autel en silence. Donc on rentrait un peu dans le côté mystico-dingo, et puis le soir, tous ces intellectuels se retrouvaient autour du maître. Ils racontaient le récit de leur journée, de leur recherche de leur journée, et à la fin, ils terminaient par c'est tout, et le maître intervenait de manière un peu mystérieuse et faisait des commentaires bibliques sur leurs recherches. Et avec toujours des connotations bien sûr apocalyptiques. Dans la congrégation de Saint-Pierre, il y a Ruckenberger, mais il y a Montalembert qui va y passer de loin, Lacordaire. Il y aura aussi donc Guéranger qui va être lié un temps avec Lamennais. Les plus grands esprits, Montalembert et Lacordaire le seront, ont fréquenté, ont été séduits par Lamennais. Donc nous, on n'a pas de raison de rester indifférent aussi. Et c'est sur l'indifférence, nous, on ne peut pas être indifférent avec cette figure de Félicité de Lamennais dans sa congrégation de Saint-Pierre. Il va faire des allers-retours entre Paris et la Bretagne, et il va fonder en 1830, donc là c'est vraiment la fondation du modernisme, c'est la fondation du journal L'Avenir. Il va fonder avec Charles de Montalembert et Lacordaire. Dieu sait si je suis opposé avec Lamennais, Lacordaire et Montalembert, qui sont aussi des personnages qui sont très clivants. Ils ont quand même beaucoup de mérite. Bien sûr, Montalembert va être on peut dire un chrétien de gauche, mais ce sera un esprit assez libre et qui va réussir d'une certaine manière à réunir quand même un parti catholique, et peut-être que c'est à Montalembert que l'on doit, notamment dans la pression sur la bataille pour l'enseignement de l'enseignement libre. Donc du coup, il y a un moment où bien l'enseignement catholique devait être supprimé, et Montalembert lui va se battre pour que ce soit lié à un enseignement catholique, et pour ça, il va réussir à rassembler des forces catholiques qui étaient complètement disséminées. Vous imaginez, donc on est au moment des années 50, donc c'était contre Napoléon III. Vous aviez les bonapartistes chez les catholiques, vous aviez les bonapartistes, vous aviez les légitimistes, vous aviez les orléanistes, vous aviez les catholiques de gauche qui siégeaient à la Constituante, comme à Lacordaire en 48, qui va siéger en 48. Lamennais lui va siéger à la montagne, donc à l'extrême gauche, et Lacordaire aussi. Des catholiques en fait qui vont voir un peu avec l'esprit aussi d'Ozanam au niveau de la charité, qui vont voir que on doit être des témoins de la charité dans notre temps, et donc du coup en voyant les premières dérives d'un socialisme, de l'industrialisation partout, ils verront, parce qu'on est au début aussi, on n'a pas les conséquences du socialisme en URSS, donc on ne sait pas trop ce que c'est, et donc ils vont siéger à gauche, à l'extrême gauche, dans le côté socialiste, parce que ils le pensent que c'est l'incarnation de leurs idées chrétiennes, même s'il y a on va dire des larrons à droite et à gauche de cela, ça n'empêche pas la beauté de leur intention qui était là. Alors, je ne pense pas que j'aurais pu siéger à cet endroit-là, mais il y a cette illusion libérale qui va avoir lieu. Et Montalembert, lui, va chercher à la rassembler, au moins dans un combat qui est important, celui de l'enseignement libre qui va avoir lieu, notamment un enseignement catholique. Lacordaire, donc ce grand dominicain, donc le refondateur des dominicains en France, un esprit qui est de grande qualité, un prédicateur à Notre-Dame de Paris, un des fondateurs donc, du coup de l'Avenir, qui sera une personnalité aussi très paradoxale, mais qui sera aussi un grand et un pieux prêtre, et aussi qui va restaurer tout l'ordre dominicain à lui tout seul. Ce sera le pendant de Don Guéranger avec les bénédictins, Lacordaire le sera. Lacordaire n'est que le fruit de son temps, et on ne peut pas imposer et exiger trop de leur temps qui était aussi difficile. Les trois vont fonder l'Avenir. L'Avenir, donc c'est un journal qui est quand même assez étonnant, qui a duré même pas un an, 9 mois. Donc il a été fondé en
fin 1830 et il sera en novembre 1831, ils vont devoir cesser sa parution. Les trois vont partir en pèlerinage, les pèlerins de la liberté, ils partiront en pèlerinage à Rome pour essayer de défendre leur bout de gras. L'avenir en fait est fondé sur un principe qui est une église libre dans un état libre. Donc c'est un peu l'illusion libérale qui a lieu, mais c'est pas une hérésie. On a le droit de réfléchir sur la liberté de l'église et de l'état. Toute la question des deux glaives, la théorie des deux glaives ou la question de la querelle des investitures nous invite à réfléchir sur cette question-là. Une église libre dans un état libre, moi je suis pas contre. Ils vont insister sur les 5 libertés fondamentales nécessaires: la liberté de conscience, la liberté d'association, la liberté de la presse, la liberté des associations, je ne sais plus si j'ai dit, et la liberté de religion. Donc du coup, ce sont les grandes, ces 5 libertés qui sont un peu donc le fondement du libéralisme qui va rentrer dans leur politique. Là-dessus, on ne peut pas être contre. Sauf que cette idéologie libérale va commencer à influencer beaucoup leur temps, et notamment la constitution belge va s'inspirer énormément de ces grands esprits, Montalembert, Lamennais et Lacordaire, pour pouvoir se fonder. Et en fait, le pape qui va les condamner, verra que leurs doctrines peuvent être nocives. Mais il faut faire bien attention, parce qu'il y a 2 choses qui seront condamnées: un libéralisme politique, qui est quelque chose, et puis il y a le modernisme d'une autre partie. On peut être d'accord ou non, faire cette économie, ce libéralisme sans frein, effréné, ce libéralisme politique, mais par contre, il y a aussi le modernisme qui va avoir lieu et qui sera condamné aussi dans Mirarivos. Moi, je préfère regarder la question, je pense que la question libérale, de la politique libérale de l'avenir est une question très contextuelle. On est dans un temps où effectivement c'est nécessaire de réfléchir sur ces sujets-là. Après, les conséquences, les dérives hérétiques qui vont avoir lieu dans leur condamnation, c'est une autre chose. Mirarivos, donc la condamnation des idées qui ne citent pas directement l'avenir, mais qui citent de manière très implicite ces 3 pèlerins de liberté, comme ils s'appelleront, va condamner donc en 1830, en 31, c'est leurs idées. Notamment, ils vont critiquer la question de cette illusion que nous avons derrière cette liberté de la presse, de l'enseignement, de la conscience, des associations. Et en rappelant qu'il y avait un merveilleux mariage qui a pu exister. On a vu qu'il n'était pas si merveilleux que ça avec le gallicanisme, mais on a vu aussi que dans le gallicanisme, je fais référence à le dernier DDD, on a vu aussi que dans le gallicanisme, il y avait un mariage qui s'était plutôt bien passé, et le gallicanisme, c'était que l'erreur des rouages qui était un peu rouillé, mais sinon ça s'était bien passé. Et assez bien passé. Et donc le pape le rappelle en disant l'Église et l'État doivent marcher ensemble et pas de manière complètement séparée. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est sous-jacente derrière la philosophie de Lamennais, c'est qu'il a déjà quasiment perdu la foi quand il arrive à Rome. Il a l'illusion de croire que le pape sera son consolateur, viendra confirmer ce qu'il pense être nécessaire pour que l'Église puisse retrouver sa puissance dans le monde, puisse évoluer enfin dans ses vieilles doctrines. Et donc du coup, il n'a aucune foi dans la sagesse du pontife, dans la sagesse de l'Église. La sagesse de l'Église, c'est la sienne, et la sagesse de l'Église, ce serait de canoniser sa propre foi, sa façon de penser. Dans les condamnations de Mirarivos, c'est très étonnant. Il y a donc du coup la condamnation de ce libéralisme politique, cette illusion démocratique qui devrait avoir lieu à tous les coups, alors que c'est pas forcément la solution idéale. Mais il y a retour sur des notions qui m'ont étonné, même en le relisant. 2 choses qui reviennent tout le temps, et dites-le autour de vous que ça fait des plombs qu'on essaie de se battre dessus. Ça ne sert à rien de se battre dessus parce que l'Église ne tiendra bon. Il y a l'indissolubilité du mariage, et comme par hasard, vous l'avez imaginé, il y a la deuxième chose, c'est le célibat des prêtres. Et donc du coup, vous voyez, dans les illusions libérales qui ont cours à l'avenir, dans le journal de l'avenir, on revient sur des sujets qui en fait sont toujours les mêmes. Dans la naissance du modernisme, reviennent ces questions-là.
Bien sûr, c'est pas le moderniste qui a inventé cette question de l'adaptation de l'Église à l'État, mais c'est cette et au monde et à la mode du monde. Mais c'est ce que va condamner Mira Rivos. Mira Rivos va aussi condamner un esprit qui est derrière, qui est sous-jacent, qui est marxiste chez Lamennais, avec cette illusion du grand soir, que l'humanité est dépourvue de péché originel, que le péché originel n'est porté finalement que par l'Église gallicane, ou plus tard, et bien aussi par la papauté, ou par un régime qui est désuet. Il faudrait une grande démocratie avec un peuple. Il croit dans la raison universelle. Il va pleurer, il pleurera, hein, ce grand mystique, il va pleurer à l'imagination de l'humanité naissante. Vous voyez, un mystique du peuple. Lamennais. Et donc derrière cette lecture marxiste, eh bien, il y a une lecture marxiste aussi du Christ, de son évangile, de son interprétation. Et donc du coup, on va essayer bien sûr de revenir dessus. Lamennais va quitter, Montalembert va se soumettre, Lacordaire aussi, humblement. On voit, vous voyez, moi, je pense, même si je ne suis pas d'accord avec ce que disait Lamennais ou Lacordaire, mais je pense que ce sont juste des intelligences qui étaient un peu perdues, et avec leur temps, eh bien, se sont mis à réfléchir avec ce qu'ils avaient sous la main, ils se sont trompés et ils se sont soumis. Alors que Lamennais va revenir en France, il vient se soumettre, et officiellement on ferme le journal de l'avenir, il revient à La Chênaie, donc en Bretagne, avec sa congrégation de Saint-Pierre, et en fait il va sortir un an après un journal abominable, hein. C'est 1832 je pense, Rivos, je ne sais plus ce que j'ai dit, 1831 la condamnation, ou 1832 Parole d'un croyant. Donc parole d'un croyant, le jeu de mots c'était parole d'apostrophe un croyant avec IN au lieu de UN. Parole d'un croyant, c'est Lamennais qui va écrire ça, avec au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, un récit dithyrambique à la fois magnifique, extraordinaire, nous dira Charles Maurras quand il va lire la première fois. Et puis après, il dira, avec une deuxième lecture, je voyais combien il y avait d'illusions et d'idéalisme complètement sans aucun frein qu'il y avait derrière cette pensée. Et donc cette liberté de pensée était à la fois très belle et à la fois complètement paradoxale. Il y a derrière cette grande pensée, donc du coup, d'une église qui a lieu, qui doit être purement spirituelle. Une église en fait qui n'est plus centrée que sur l'institution des hommes, mais seulement sur le Christ. Et il va montrer que lui, en défroquant, puisque ce sera le cas, il ne va pas défroquer, il va défroquer seulement hein, à cause de sa foi, hein, ce n'est pas la luxure ou les vices du clergé qui sont habituels, la luxure, l'avarice ou l'alcoolisme, mais lui il va défroquer juste à cause d'une opinion, d'une position intellectuelle. Hein. C'est fou de voir les choix de vie qui vont être faits aussi radicaux, juste parce qu'intellectuellement son orgueil bien, ne verra plus rien. Et donc du coup il va recréer, c'est ce que dira George Sand, hein, vous êtes le prêtre fondateur, vous êtes un de nos saints, fondateur d'une nouvelle église, une église sans pape, une église sans clergé, une église sans évêque, sans sacrement, une église tout simplement qui est complètement éthérée, qui repose que sur le Christ. Vous voyez, mais il a oublié hein, cette citation de Jeanne d'Arc, que je vous ai déjà citée ici même. Il m'est avis que c'est tout un entre le Christ et l'Église, mais elles sont tout un, c'est-à-dire que ça ne se fait pas sans la médiation de l'Église. Condamnation beaucoup plus sérieuse qui aura lieu par le pape dit moderne, Pie IX, le pape moderne hein, qui va le faire avec le syllabus, et troisième condamnation du modernisme qui aura lieu avec Pascendi et Dominici Gregis de Saint Pie X. Voilà pour le modernisme en quelques points. La fin de Lamennais, elle n'est pas très belle, elle est un peu triste. Et en fait, il va vivre un peu tout seul dans cette illusion. Les grands esprits comme un George Sand ou comme Victor Hugo eh bien, vont se servir de la figure de Lamennais, ce prêtre défroqué. Il va vivre seul, donc il sera élu à la Constituante. Il va refuser après élu à la montagne, donc à l'extrême gauche, et il va refuser les derniers sacrements à la fin de sa vie. Donc sa vie est un peu triste à la fin, presque tragique. Son frère va tout faire pour essayer de le ramener à la foi, mais l'orgueil démesuré de son intelligence eh bien, a fini par le couper de tous les ponts. Pour nous, c'est une belle leçon comme prêtre, vous voyez, tout simplement,
nous demande de nous méfier du côté intellectuel, bien, le côté intellectuel, on doit avoir l'humilité enfin, c'est difficile d'avoir l'intelligence et le génie d'un Montalembert ou d'un Lacordaire, et d'avoir l'humilité de se plier à l'autorité de romaine qui peut être parfois maladroite, ou qui peut être peut-être un peu désordonnée, ou qui peut-être n'a pas très bien compris, ou qui n'est pas à la page. Et vous voyez, ben, c'est difficile d'être dans le monde des idées, d'être dans le combat des idées, et à la fois d'avoir cette humilité profonde que l'amener n'aura pas. L'intelligence, vous voyez, la rationalité, en fait, elle finit par se justifier presque tout. Si elle n'a pas l'humilité de savoir reposer sur du réel, n'a pas la conscience de savoir revenir sur soi, sur ses propres arguments, de savoir écouter les autres, et si elle tourne en vase clos, elle peut tout justifier. Et elle va fonder cette existence-là. L'amener à la fin, c'est Bernanos qui écrira ça, j'aime beaucoup cette citation, il dit « Il va nier dans l'humanité le péché originel, et nier le péché originel, c'est presque pire que de nier Dieu. » Vous voyez, parce qu'en fait, bien, il va nier la réalité profonde de cette humanité qui est blessée et qui a besoin de la grâce. Et vous voyez, la lecture marxiste de l'évangile, hein, qui a l'origine bien du modernisme, eh bien, va ronger le cœur de Lamennais et lui faire croire dans l'illusion de la renaissance des peuples, une illusion peut-être qui est marxiste, mais qui existe encore aujourd'hui. On croit dans une humanité sans péché originel. Allez regarder la télé ou toute l'actualité aujourd'hui, hein, on croit dans la renaissance de l'homme, dans ce changement qui va enfin faire venir ce grand soir, mais on en oublie sa réalité profonde, comme dit Bernanos de manière un peu polémique, qui est aussi son péché originel, qui fait que par le péché originel, ontologiquement, on a besoin de la grâce, on a besoin des sacrements, on a besoin de l'Église. Et effectivement, une humanité sans péché originel, c'est une humanité qui n'aurait pas besoin de cette Église. Donc vous voyez l'illusion qu'il y a là. Mais vous voyez déjà le problème du péché originel qui a lieu dès la naissance du modernisme. Et donc du coup, un problème du rapport avec la grâce aussi, avec l'amenet, et une Église, donc une chrétienté sans la grâce, qui ne serait pas nécessaire. Cette conception de la grâce, eh bien, pour lui, eh bien, on peut en faire bien sûr sans. Donc voilà pour la naissance du modernisme. Revenir à ces choses qui sont essentielles. C'est important de revenir à la genèse du modernisme pour pas se dire que le modernisme c'est juste une question d'un curé un peu fêlé qui vient faire des innovations liturgiques en voulant célébrer la messe dans des poteries, en chantant des chants atroces avec un clavier horrible, des messes à la guitare électrique et à la batterie on n'entend plus rien. Le modernisme n'est pas ça. C'est peut-être des conséquences du modernisme, les goûts des années 70 de leur chant, les chasubles en arc-en-ciel, bien, toute cette illusion libérale, en fait, n'est qu'une conséquence lointaine, ou toute la crise liturgique qui a pu avoir lieu est une conséquence lointaine du modernisme. Elle vient à la base de toujours la même chose. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'on n'en est toujours pas guéri du modernisme, de chercher à ce que notre Église soit à la page de l'état de ce monde, et de courir derrière le monde pour réussir à avoir enfin une petite onction du préfet, du ministre, du chef de l'État pour dire qu'on est des bons citoyens, de courir derrière la bénédiction des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, c'est peut-être parfois un peu affligeant. Et on voit que cette illusion moderne existait déjà à l'essence même de cette hérésie. Voilà, Saint Pilice dira le modernisme, hein, c'est le mélange de toutes les hérésies, puisqu'en fait c'est la négation de la divinité du Christ qui s'incarne dans celle de l'Église. Hein, le rassemblement, donc c'est la synthèse de toutes les hérésies, c'est l'arianisme pur qui va s'édulcorer non pas seulement dans la personnalité du Christ, mais aussi dans celle de l'Église. La réponse au modernisme qu'il faut donner, à un Lamennais, qu'il faut donner aujourd'hui dans notre contexte, c'est de reposer, de croire, de reposer un acte de foi dans la divinité de l'Église, pas dans la divinité du pape, vous voyez, parce que c'était l'illusion des ultramontains, je vous le rappelle dès le début, où on croyait dans ce pape qui devait être le champion de la chrétienté, qui devait avoir une souveraineté absolue sur tous les souverains. Non, dans la chrétienté de Lamennais, non, le pape n'est pas le grand gourou, le pape n'est pas Dieu, c'est l'Église qui est divine, le pape est le serviteur des serviteurs, et donc croire dans la divinité de l'Église n'empêche pas
de ne pas avoir d'illusions sur nos pauvres serviteurs, et moi j'en suis le premier à être un pauvre serviteur de cette Église et en être un de ses représentants. On essaye d'être à l'image du Christ, mais on n'y arrive pas toujours. Donc divinité de l'Église bien sûr, et aussi la foi dans la grâce. Donc du coup c'est toutes les deux grandes dimensions qui existent dans la lutte contre le modernisme, de cette hérésie-là, c'est de susciter cette foi dans la grâce, dans l'efficacité de la grâce, l'efficacité des sacrements, et pas de nos propres petites dispositions intérieures, mais aussi de cette grâce qui vient nourrir et qui vient agir en nous-mêmes. Et donc du coup la divinité de l'Église, c'était une des grandes erreurs de Lamennais, d'avoir divinisé l'autorité du pape, et finalement de ne pas avoir réussi à se soumettre, alors que toute sa vie il n'a fait que vanter les mérites, et il n'a pas réussi justement à s'y soumettre. Donc je vais vous remercier, et je vous invite, si vous le voulez, n'hésitez pas à poser des questions à la fin des conférences, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc si c'est le cas aussi pour vous, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Et je vous remercie de votre attention.